Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine ce matin. Je suis ravi de te rencontrer pour la première fois. On va parler d'une aventure qui démarre, mais d'une aventure qui a, à mon avis, un énorme potentiel. Je connais un petit peu donc l'économie circulaire parce que mon papa est entrepreneur et a une entreprise de tri et de recyclage des déchets du BTP. Donc je connais un petit peu le thème et j'ai hâte donc de découvrir les coulisses derrière. Donc Ipli. Première question, d'où viens-tu? Alors, je viens du Havre et Ipli vient du Havre également, donc en Normandie. J'ai vu que tu avais fait pas mal d'études et que donc tu avais démarré donc dans on va dire par la voie royale avec des diplômes. C'était quoi ton envie quand tu as fait ces études? Alors, je pense que démarrer, c'est pas tout à fait le terme, parce qu'en fait, après le bac, j'ai arrêté mes études, aux grandes dames de tous, pour aller faire de la voile. Enfin, j'ai fait de la voile pendant des années, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. J'étais passionnée de voile, et donc après le bac, à 17 ans, j'ai arrêté et je me suis formée dans le monde de la voile et j'ai travaillé pendant 4 ans en CDI, donc dans des entreprises dans le monde de la voile, en donnant des cours de voile, en formant des jeunes en compétition, en formant des adultes, en travaillant avec des personnes en situation de handicap sur des bateaux, en organisant des événements. Donc vraiment, c'était mon métier pendant 4 ans. Donc voie royale, je sais pas. Moi, c'était une super école, donc c'était probablement ma voie royale à moi. Et finalement, la partie études est arrivée beaucoup plus tard. Et c'est au fil du temps, je me suis dit qu'il y avait aussi des choses à faire, que j'avais aussi beaucoup de choses à apprendre dans mon académique. Donc je suis retournée dans une voie là un peu plus classique, effectivement, en faisant une école de commerce, ensuite un double diplôme en école d'ingénieur. Waouh, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça évidemment sur ton profil. Et donc pourquoi donc pour la voile, tu fais ça en France, tu fais ça à l'étranger? Je fais ça au Havre. On a la chance d'avoir un super pôle d'entraînement au Havre, une vie super dynamique à la fois sur des grosses compétitions de voile en course au large, mais aussi un niveau international sur des compétitions pour des jeunes, par exemple. Donc, du coup, c'était une super école, super formateur. Et du coup, là, je suis restée au Havre, après en voyageant un petit peu partout, mais je suis restée basée au Havre et j'ai travaillé vraiment dans tous les domaines liés à la voile pendant 4 ans. Et c'est, on va dire, c'est ta famille, c'est l'éducation qui t'a amené à la voile? Vous aviez un bateau dans la famille? J'ai grandi sur un bateau. Mon père habite toujours sur un bateau. On habitait sur un bateau quand j'étais enfant. Donc oui, je pense qu'effectivement, mon père était moniteur de voile lui-même, donc je pense que ça aide un peu. Après, lui, il avait plutôt la passion du large et du voyage à la voile. Moi, j'ai eu la passion du bateau pour l'aspect technique, pour la mer aussi, mais aussi vraiment pour la partie
technique et météo et réglage de la voile. Donc, on avait chacun une approche différente, mais oui, je pense que c'est de famille quand même. Et vous avez fait des voyages? On a fait des voyages, oui, pas mal. Enfin, mon père voyage uniquement en bateau et habite toute l'année sur son bateau. Donc, c'était vraiment même une saturation quand j'étais enfant parfois, parce que c'était toujours de la voile et la voile à partir du Havre. Donc, la définition d'un week-end sympa pour mon père, c'était de traverser la Manche quand il y avait beaucoup de vent et de Par revenir n'importe quel temps. 2 jours après, exactement. Donc, c'était les nuits en mer mouillées tous les week-ends. Donc, quand on est ado, c'est pas forcément ce qu'on aime, mais finalement, ça fait de très beaux souvenirs et il faut croire que ça m'a pas dégoûté. Donc, donc c'était quand même très positif. Ok. C'est vrai que dans l'imaginaire des gens, on se dit que il y a du gros temps et que c'est potentiellement dur de vivre et d'avoir ce quotidien-là. J'ai rencontré Laura pour un formation à Saint-Malo et on a eu la chance de vivre le départ de la route du Rhum on va dire de l'intérieur dans les coulisses, donc c'était très chouette. Mais de là évidemment y vivre et se faire un petit week-end par gros temps et tempête, c'est différent. Ok, et du coup quel est peut-être le déclic ou la période qui te montre ou qui t'amène à reprendre des études? Je pense que c'est un mix. Le premier, c'était vraiment plutôt de la curiosité intellectuelle. Je voyais que j'avais encore énormément de choses à apprendre. J'avais beaucoup de choses à apprendre dans la voile, mais j'ai grandi très très vite dans ce monde-là, en touchant un petit peu à tout, en me faisant confiance. Je pense qu'il me manquait au début une grosse confiance en moi, du coup, qui a fait que je me suis vraiment censurée sur la partie études. Donc, je pense que ça, en voyant que j'étais capable dans d'autres domaines, finalement, ça m'a donné confiance, voilà, pour me relancer dans les études. Voilà, je pense que le côté apprentissage, c'était vraiment le gros driver. Et puis après, c'est tout bêtement que la voile, c'est passionnant. Par contre, l'hiver, le métier d'un moniteur de voile, c'est quand même d'être en train de réparer des bateaux dans le froid. Voilà, c'est une vie qui est assez dure. Et autant j'ai trouvé ça passionnant, autant je me voyais pas à 40, 45, 50 ans avoir toujours le même métier. Même si évidemment ça aurait pu évoluer, mais voilà, c'était le moment. J'avais encore une vingtaine d'années. C'était le moment ou jamais, si je voulais reprendre, au moins avoir le choix. Tout en m'interdisant pas d'y retourner un jour ou l'autre, pourquoi pas d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, c'était vraiment c'était le moment, je pense. Donc, c'était plutôt de me dire, si je voulais le faire un jour, c'était maintenant. Si je voulais revenir plus tard, aucune porte était fermée. Puis ça m'a bien aidé parce que pendant toutes mes études, je me suis mis en statut de auto-entrepreneur et j'ai financé toutes mes études en donnant des cours de voile ou en organisant des événements ou en formant des gens dans ce monde-là. Donc finalement, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que j'ai eu la chance de passer à côté des prêts étudiants grâce à ça. Et du coup, pourquoi une école de commerce? Je pense tout bêtement parce que j'avais pas de plan prédéfini et que du coup c'est ce qui ouvrait le plus de portes. Et puis après c'était un peu le côté challenge de me dire que j'étais capable et du coup c'était assez sélectif et du coup c'était voilà, de me prouver que j'étais capable de le faire et capable de raccrocher les wagons à ce niveau-là. Donc c'était un mix. Ok, et du coup, je vois qu'il y a eu des doubles diplômes, c'est ça, ou des passerelles entre plusieurs écoles. Ça, c'était intéressant, c'était riche. Ça, c'était vraiment très, très riche. J'ai toujours j'étais assez fan du travail avec les données, donc tout ce qui était la data science, ça m'a passionnée à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité d'aller dans une école d'ingénieurs pour creuser un peu ces sujets-là et travailler aussi sur le domaine de l'innovation, qui m'intéressait déjà à ce moment-là. Du coup, c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité d'aller faire un double diplôme en école d'ingénieur. Donc, je suis pas ingénieur, hein, j'ai pas le pur profil ingénieur, mais j'ai fait 2 ans voilà, dans une école d'ingénieur avec des domaines un peu plus techniques et qui m'ont permis de voir d'autres choses et d'apprendre plein de choses. Super. Beau pivot du coup déjà, plutôt personnel. Et donc à la fin de ces 5 ans, tu t'embarques ou tu te mets dans quelle voie, qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce que tu trouves? Alors c'est la bonne question.
qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce que je trouve. Donc j'ai fait mes études du coup en région parisienne, mais j'étais déjà toujours attachée au Havre, ne serait-ce que parce que mon mari est au Havre et travaille au Havre. Donc du coup j'avais une contrainte forte qui était de revenir travailler au Havre. Et donc qu'est-ce qui m'attirait, c'était plutôt des métiers dans l'innovation et autour de la donnée, toujours plutôt en essayant de chercher du sens à ce que je pouvais faire dans mon métier. Pour autant, au Havre, c'est une ville que j'adore. Sur le plan de l'emploi, les choix sont un peu plus limités. Et donc, je me suis tournée vers Safran, qui était une super école professionnellement, qui m'a laissé faire énormément de choses et dans laquelle j'ai beaucoup appris, mais qui était probablement pas l'entreprise que j'aurais choisie si j'avais eu autant de choix que dans une ville comme Paris ou d'autres, hein, mais avec un marché de l'emploi un petit peu plus divers. Ok. Qu'est-ce que tu découvres et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez Safran? Je pense que je découvre clairement le monde de l'entreprise parce qu'autant le monde de la voile, c'est des vrais métiers et il y a des qualités et des compétences dingues que j'ai rarement retrouvées ailleurs. Pour autant, ça reste plutôt très proche d'une start-up en fait. C'est des petites structures très très agiles avec beaucoup de talents individuels. Dans une grosse entreprise, forcément, j'ai découvert les process, j'ai découvert la hiérarchie de façon beaucoup plus stricte. Par contre, j'ai découvert un monde vraiment passionnant et me structurer aussi professionnellement avec des formations autour de la gestion de projet. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des missions géniales, c'est-à-dire que tous les 6 mois, je changeais d'équipe, on m'attribuait une petite équipe, et tous les 6 mois, je devais m'attaquer à un problème qui était souvent un problème lié à la donnée. Mais pour prévoir des stocks, pour prévoir des pannes, pour prévoir ce genre de choses. Et tous les 6 mois, je changeais de secteur. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses très, très vite. Et puis, d'avoir une équipe, même si elle est petite et même si elle est transverse au début, quand on sort juste d'école, c'était très responsabilisant aussi. Donc, j'ai beaucoup appris aussi en termes de management à ce moment-là. Ok. Et est-ce que du coup, entre Safran et Ipli, il y a une autre expérience? Il y a une autre expérience, oui. J'ai eu la chance de rencontrer le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Sagi, qui était une start-up, qui doit être une scale-up aujourd'hui, pour reprendre les termes. Mais on est ça faisait 3 ans que j'étais chez Safran, 3 ans et demi peut-être. Et du coup, je rencontre cette personne-là qui est passionnée par la data, qui a des vraies valeurs humaines qui m'ont beaucoup parlé et qui était en train de faire grandir donc son entreprise dans le monde de l'intelligence artificielle, et qui m'a proposé de le rejoindre pour faire du développement commercial. Et donc, j'étais l'une des premières vendeuses à ce moment-là, première business développeur. Et du coup, là, effectivement, j'ai travaillé pendant quelques années donc en business développement, donc pour vendre la solution et pour accompagner les clients dans l'implémentation et sur des cas d'usage concrets dans tous les domaines, surtout dans l'industrie, puisque j'avais une expérience avec Safran plutôt dans ce monde-là. Et ensuite, je suis passée sur un rôle plutôt de product management, du coup de travailler sur la stratégie produit, sur les fonctionnalités à développer sur le produit, du coup toujours sur ce logiciel data. Donc on comprend donc juste avant de démarrer cette aventure, on va vraiment y revenir en détail. Que tu as touché quand même à pas mal de missions, de profils, et du coup que ça, à mon avis, ça a dû bien remplir ta boîte à outils. Ça a dû aussi te donner bien confiance en toi si tu fais du développement commercial, si tu fais des choses comme ça avec des clients et des marchés durs et assez importants. Ok, super. Et donc le déclic ou peut-être la rencontre avec Anne-Sophie, le déclic pour Ipli. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette transition ou de ce déclic fulgurant? Alors, je pense que c'était un déclic progressif dans tous les domaines. C'est-à-dire que je commençais à être vraiment. Je pense que j'ai toujours été très sensible à l'environnement et que je faisais en sorte d'avoir un impact au quotidien, mais par des toutes petites choses, et sans vraiment me rendre compte en fait, parce que j'ai été éduquée comme ça et parce que j'avais simplement cette sensibilité-là, je pense, mais comme beaucoup. Et même si mon métier était passionnant intellectuellement, j'avais quand même ce truc de me dire
du matin au soir, aussi enrichissant que ça puisse être, j'ai pas l'impression que j'ai un impact vraiment positif, ni sur les gens autour de moi, ni sur l'environnement, et que finalement, c'est quand même des journées entières que je passe, et en étant très investie, parce que j'ai du mal à faire les choses à moitié. Et du coup, finalement, je voyais pas l'impact concret que ça pouvait avoir sur la planète, sur les gens. Et donc, du coup, j'avais cette envie quand même de remettre un peu de sens dans tout ça, et surtout d'impact concret et mesurable. Ça, c'était vraiment important de savoir pourquoi je me levais le matin et à quoi je servais finalement. Et donc, il y avait un vrai décalage entre mon métier et mes sensibilités au quotidien. Voilà, exactement. Et mais j'avais pas d'idée concrète et j'en cherchais pas spécialement parce que je m'étais pas dit que j'allais entreprendre. C'est vraiment quand moi je commandais sur internet parce qu'au Havre on a assez peu de boutiques qui proposent des vêtements responsables, des cosmétiques responsables, et je les commandais sur internet. Et parfois je les recevais dans des colis vraiment trop grands, dans des colis qui étaient pleins de plastique à usage unique et qu'on mettait dans la poubelle. Donc ça c'était l'été 2019. Et en fait, c'est aussi le moment où, dans la presse, on parlait énormément de la fermeture des frontières asiatiques. Historiquement, on envoyait, du coup, tu dois connaître bien le sujet, mais une partie des déchets pour qu'ils soient recyclés en Asie, et qui finalement nous les ont renvoyés par conteneurs entiers, au Havre notamment. Et du coup, c'était très, très concret de se dire, finalement, on a l'impression que quand on met un carton à la poubelle jaune, il va être recyclé. En plus, le carton a une image quand même plutôt positive. On se dit, bon, c'est naturel et c'est bien recyclé. Bon, il y a pas de drame. Finalement, quand on creuse un peu le sujet, quand on va rencontrer, parce que du coup, on a tapé avec Anne-Sophie à la porte de gens dont le recyclage est le métier, qui nous ont fait visiter leur centre de tri et qui nous ont expliqué qu'en fait... la réalité. Exactement, que c'était pas si simple et qu'il y avait des cartons qui s'entassaient. Il y avait plusieurs mois de cartons qui étaient entassés dans leurs énormes hangars et qui nous disaient qu'en fait, il fallait que la qualité de tri soit parfaite, donc zéro scotch, zéro lamination sur les cartons pour que ce soit trié, et qu'en plus, il n'y avait pas de la place pour tous et que du coup, ils se retrouvaient à devoir les incinérer ou les enterrer. Et du coup, pour nous, c'était un vrai électrochoc. Donc, c'était le décalage entre... J'ai l'impression de faire une bonne action en achetant une marque qui est Made in France, par exemple, en achetant des cosmétiques qui sont naturels. Et en parallèle, je les commande et je reçois ça dans des cartons que moi, je mets à la poubelle. Et finalement, ça gâchait un peu le geste. Et j'avais l'impression qu'il manquait un maillon. Les marques faisaient énormément de choses sur plein de choses, mais sur tous les autres maillons de la chaîne, mais qu'il manquait quelque chose finalement sur cette partie... recyclage et expédition. Et donc du coup, comment tu le lien avec Anne-Sophie? Alors Anne-Sophie est arrivée quelques semaines après. En fait, on a eu, moi j'avais l'idée en tête, j'en parlais beaucoup autour de moi. J'avais la chance de travailler à côté d'Anne-Sophie dans un espace de coworking. J'en ai beaucoup parlé et c'est quelque chose qui lui a tout de suite parlé aussi. En fait, elle était elle-même un peu dans le même process que moi, de se dire j'ai envie de mettre du sens dans ce que je fais au quotidien. Elle était très sensible à ces sujets-là. Elle avait fait le constat de son côté aussi. Et donc, en parlant autour d'un café, dans l'espace de coworking dans lequel on travaillait toutes les deux, pour des entreprises différentes, mais on travaillait physiquement au même endroit. Et du coup, on s'est dit que voilà, le problème nous tenait à cœur l'une comme l'autre. On avait des compétences vraiment complémentaires. Et que du coup, plutôt que de se dire mince, il y a un souci, en fait, vu qu'on avait l'idée en tête et qu'elle nous lâchait pas, je me suis dit bon on va le faire. Et donc en quelques semaines, je pense qu'en 3 semaines, c'était réglé. On s'était retrouvés autour d'un café. On s'est demandé si on voulait vraiment aller au même endroit. Donc on s'est posé sur la direction qu'on voulait donner effectivement à l'entreprise et les valeurs qui se cachaient derrière. On s'est dit on est complémentaires, on va au même endroit, les mêmes choses qui comptent pour nous. On y va, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, on a lancé l'entreprise un peu comme 3 semaines. Quel est le profil d'Anne-Sophie? Anne-Sophie, elle a travaillé une dizaine d'années chez Carlsberg, dans la bière. Ouais. Et elle était responsable des achats au niveau international chez Carlsberg. Et donc, profil plutôt achat et supply chain. Donc, assez complémentaire, surtout qu'on a un métier qui est assez logistique. Oui. Donc, c'était tout à fait pertinent. Et puis voilà, je pense que c'est la rencontre de 2 personnes aussi, au-delà des profils vraiment purement académiques. Donc l'aventure Deeply a 1 an et demi, à peu près. C'est ça. Et donc pour faire ce pas, donc vous avez démissionné. Comment ça se passe ça?
C'est ça, on était en poste. Alors avant de démissionner, on a quand même appelé des marques pour savoir si c'était un sujet sur lequel elles voulaient travailler. On a appelé, on a parlé énormément à des particuliers autour de nous pour voir si c'était un sujet qui leur parlait aussi, si c'était prêt à faire le geste, parce que ça c'était important pour nous. On a contacté la Poste aussi, on a contacté des logisticiens et des experts en éco-conception. On a essayé de vraiment parler au plus de monde possible, déjà pour être sûr que ce soit une vraie bonne idée sur le plan environnemental, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas forcément intuitives sur le projet. Donc on voulait vraiment être sûr avant de tout quitter pour lancer le projet qu'on allait vraiment dans une direction qui était censée. Et ensuite, une fois que tous les signaux étaient ouverts, quand les marques nous ont dit OK, quand est-ce qu'on peut lancer, alors qu'on avait que l'idée, que les particuliers étaient majoritairement, enfin tout le monde a une anecdote à raconter sur le sujet et tout le monde, en tout cas beaucoup étaient prêts à faire le geste, qu'on avait le feu vert sur le plan de l'impact et que la Poste était embarquée dans l'aventure et intéressée. On s'est dit bon bah là, on y va. Donc, effectivement, on a quitté nos emplois. Ça a mis quelques mois. On a dû mettre 3 à 4 mois. On travaillait un peu en parallèle sur le sujet, en tout cas sur les toutes premières Sur les données. Entre autres. Entre autres. Et puis, oui, c'est resté une composante importante, mais surtout sur la partie impact, en fait. Parce que c'était vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a fait réaliser dès le tout début une analyse du cycle de vie, à la fois pour comprendre quels étaient les impacts de notre colis, enfin quels seraient ces impacts du colis et du service à partir du moment où on extrait les matières premières jusqu'à la fin de vie, et de pouvoir le comparer aussi aux alternatives qui existaient, au carton, au papier, aux enveloppes craft ou aux sachets plastiques qu'on allait remplacer. Donc oui, il y a toujours la composante donnée, mais ça nous permet aussi d'être sûr qu'on va dans le bon sens. Ça nous permet d'avoir des éléments très clairs sur ce sur quoi on peut encore s'améliorer. Il y en a plein, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les mesurer, les quantifier, et du coup, ça nous donne vraiment des vraies pistes de travail concrètes. Et ça nous permet de passer à côté des... La fausse bonne idée, c'était la crainte depuis le début. Donc là, voilà, on avait des vraies données qui font que maintenant, on est vraiment sûr de nous et qu'en tout cas, on a fait en sorte d'avoir le plus d'éléments possible pour faire nos choix. Donc la donnée, toujours, voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est resté une petite composante quand même. J'avais enregistré un épisode avec Emeline Ivard de l'APCC qui nous disait avant évidemment de vouloir réduire ou modifier quelque chose, il faut mesurer son impact. Et donc c'est exactement ce que tu dis. Et le nom IPLI, il arrive facilement? Il arrive facilement. Oui, je crois qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps. C'était vraiment qu'en fait, on créait la société, il fallait lui donner un nom. Oui. Donc, je pense que ça s'est fait en une journée ou en 2 jours. On était dans l'espace de coworking, on discutait, puis on essayait de trouver un nom qui a un rapport à la fois au courrier, parce que nos colis reviennent en courrier, à la fois au fait que les colis se plient pour être tout petits, pour avoir moins d'impact sur le transport. Donc, le pli postal, c'est le courrier, et le colis e-pli, c'est un colis qui plie. Donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. C'était pas l'idée du siècle, mais ça collait bien, donc on l'a gardé. Et puis il y avait au début, c'était phonétiquement, c'était le E-pli, parce que c'était le pli du e-commerce. On s'est dit que c'était un peu old school quand même. Donc du coup, on a gardé le HI, et le H, c'est juste la petite référence au H du Havre. Pas qu'on est très chauvin, mais on aime bien notre ville et bon. Ça fait partie du projet de se dire que voilà, puisqu'on ne trouvait pas les emplois qui nous arrivaient au Havre, c'était aussi un moyen de créer nos propres emplois au Havre et d'en proposer à d'autres Havrais pour qu'ils arrêtent de tous partir à Paris par obligation. S'ils veulent partir, avec plaisir. Par contre, s'ils le font par obligation, comme nous on l'a fait pendant quelques années, on trouvait ça bien de pouvoir offrir aussi à d'autres la possibilité de rejoindre des projets comme ça. Super, de très très belles valeurs. Et donc voilà, la société est créée, 50-50 49-51. Ouais. Bon, c'était vraiment plutôt parce qu'on nous a conseillé de pas faire une égalité parfaite, mais sinon oui, c'est en tout cas dans la direction et dans les échanges qu'on a au quotidien, c'est du 50-50. Donc IPLI, vous avez donc cette étude et donc pour se lancer dans vous faites les deux en même temps et trouver des clients et trouver les partenaires qui puissent fabriquer, qui puissent parce que du coup il y a quand même un process
faut mettre pas mal de monde dans la boucle. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, le but du jeu, c'était de réunir toutes les personnes qui allaient avoir un colis plié entre les mains un jour. Donc, du coup, on a réuni des marques qui n'étaient pas spécialement des clients, qui effectivement, dans les faits, sont devenus nos premiers clients lorsqu'on a lancé 9 mois plus tard, mais qui étaient surtout des gens qui étaient les premiers concernés pour comprendre quelles étaient leurs priorités, leurs contraintes en termes d'expérience client, en termes de rapidité d'emballage, par exemple, en termes d'impact, en termes de format aussi, tout bêtement, des choses comme ça. Donc, on avait une vingtaine de marques. On avait des logisticiens aussi pour essayer de comprendre d'un point de vue vraiment logistique pur quelles pouvaient être les contraintes, à la fois compter le nombre de gestes pour préparer un colis, mais aussi s'assurer du bon comportement des colis sur les convoyeurs de colis sur les chaînes automatisées. On a parlé à la poste aussi, puisqu'on voulait que nos colis soient vraiment simples à utiliser à la poste. On voulait qu'on ait un affranchissement le plus long terme possible. Donc, on l'a vraiment imprimé dans la matière. Donc, il est valable pendant 99 ans. On n'a pas besoin de rajouter de plastique dessus ou d'étiquettes à usage unique, par exemple. On voulait que ça puisse être trié potentiellement de façon un peu plus mécanisable. Donc, tout ça, c'était des contraintes qu'on voulait vraiment valider avec la Poste. Et ils ont bien joué le jeu parce qu'on a eu des super personnes impliquées sur le projet qui nous ont bien aidés. Et puis ensuite, il y avait aussi toute la partie particulier parce qu'on voulait comprendre plutôt, alors là, à la fois sur l'usage, que ce soit simple, à la fois à plier, mais aussi à déposer dans les boîtes aux lettres, essayer de comprendre vraiment ce qui allait faire que les gens allaient jouer les jeux à la fois sur l'usage, mais aussi sur les drivers en termes de comportement, essayer de comprendre qu'est-ce qui allait faire que la personne allait choisir de jouer le jeu ou pas, et comment faire pour faire en sorte que le plus de monde possible se prenne au jeu et renvoie vraiment les colis. Et dès le début, c'est le même système qu'aujourd'hui, donc c'est entièrement, on va dire, indolore financièrement pour le particulier. Qui paye et comment c'est ancré du coup cette étape de renvoi? Oui. Alors nous, nos clients directs et les seules personnes qu'on facture, ce sont les e-commerçants. Donc des marques ou des marketplaces, pour le moment du monde du textile. Et donc, c'est vraiment eux qui financent le packaging, comme ils pourraient acheter un carton, par exemple. Donc, c'est eux qui prennent en charge ce coût-là. Par contre, on est aujourd'hui dans une situation où on est plus cher qu'un colis à usage unique, tout simplement du fait du retour postal. C'est-à-dire que ce qu'on fournit, c'est vraiment un service. C'est le colis lui-même, mais c'est surtout toute la logistique qui permet qu'on soit tous sûrs que le colis soit vraiment réutilisé, parce que c'est ça qui compte pour avoir de l'impact, c'est que chaque colis soit le plus massivement réutilisé possible. Et donc, du coup, dans ce service à l'usage, le e-commerçant paye une toute petite partie qui est liée au colis lui-même. Pour illustrer, c'est 5 centimes par utilisation, c'est pas énorme. Par contre, le retour postal, c'est 1,30 € à chaque utilisation. Donc, même si on fait en sorte d'avoir les produits et les services les plus accessibles possibles, on reste plus cher qu'une alternative à usage unique, ne serait-ce que du fait que c'est 1,30 € du retour entre le particulier et l'atelier. Et donc, les marques choisissent parfois de refacturer une partie du coût, parfois 1 €. C'est vraiment le choix des marques. Il y en a qui le prennent intégralement à leur charge. Parfois, elles le facturent 1 € lorsque c'est en option sur leur site internet. Et donc, parfois, le particulier peut être amené à payer. Mais ça passe vraiment par une décision de marque. Oui. Ok. Et donc, pour l'aspect vraiment fabrication, est-ce que vous avez fait je sais pas, j'imagine des prototypes sur la table du salon, comment vous avez imaginé cette fermeture éclair, cette matière, ce kawaii. J'aime beaucoup ça sur le site. Oui, c'était l'inspiration. Alors au début, on savait pas exactement dans quelle direction aller. On avait juste des contraintes fortes qui sont celles du poids, par exemple, parce qu'on en parlait, ça revient en courrier. Donc c'est lié à des tranches de poids. Donc il fallait qu'on ait une matière qui soit très 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 légère. Il fallait aussi que ce soit résistant, parce que si on veut que les colis soient réutilisés longtemps dans le temps, il fallait que ce soit résistant au frottement, aux perforations et à toute la vie d'un colis qui est franchement mouvementé.
Et on avait des contraintes en termes d'étanchéité pour que ça protège bien les vêtements, en termes de rigidité aussi. Donc ça, c'est la partie contrainte technique. Après, on avait évidemment la partie contrainte environnementale. On voulait prendre le meilleur choix sur ce sujet-là aussi. Et également à l'aide de toutes les données qu'on avait. Et donc, très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à une agence de design industriel qui nous a beaucoup aidé sur la partie conception. Et notamment sur l'expérience, on voulait vraiment que les colis soient très très simples à utiliser par tout le monde, donc par les logisticiens, par les particuliers, et puis par la poste. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur la petite pochette retour qui permet d'être traitée facilement et qui permet aussi donc la petite pochette Kawaii et qui permet aussi quelque chose de tout bête, mais c'est qu'on peut rien glisser dedans. Et en fait, on avait vu en discutant avec des marques qui utilisaient une solution concurrente qui existait bien avant nous, qui s'appelle Ripack, qui est une entreprise finlandaise. Et en fait, il y avait eu des loupés et les gens renvoyaient des produits lorsque c'était la taille ne convenait pas, par exemple, directement à l'entreprise finlandaise qui avait des entrepôts en Estonie. Et donc, du coup, ça, c'était un point qui nous avait été remonté, qu'il fallait pas qu'il y ait la moindre confusion possible entre le colis, donc qui transporte des objets, et le retour chez nous qui devait nécessairement se faire à vide. Donc ça, c'était les petits sujets. Et puis, quand on parle d'impact, on parle beaucoup de la partie matière. Mais en fait, d'avoir une toute petite enveloppe qui prend très très peu de place sur le retour, ça veut dire qu'on peut en mettre beaucoup dans les camions de la Poste, par exemple. Et du coup, en termes d'impact, c'était aussi très intéressant d'avoir une petite pochette très légère et très petite. Et puis après, sur la matière, c'était tout bêtement, on a fait des tests en laboratoire. On a travaillé avec un laboratoire à Lyon qui normalement fait des tests sur le cuir et sur les choses comme ça, mais qui là fait des tests sur nos matières. Donc concrètement, c'est des tests de résistance à l'abrasion. Donc on frotte, c'est des machines qui frottent pendant des heures les matières pour voir à quel moment est-ce que ça va faire un trou dedans. Pareil pour la déchirure, pareil pour la perforation. Donc ça, c'est des tests qu'on a fait et qui d'ailleurs sont pour les curieux complètement en libre d'accès sur notre site internet pour tous ceux qui veulent creuser le sujet. On essaie d'être super transparent, donc on raconte le plus possible les choix qu'on a faits, les raisons pour lesquelles on les a faites, et on partage toutes les données de test et tout ce qui a été fait pour concevoir le colis. Donc si jamais il y a des curieux, c'est sur notre site. Et donc cette matière, c'est laquelle qui a été retenue ? C'est du polypropylène non tissé. D'accord. Donc c'est une matière plastique. En fait, le plastique, assez vite, ça a été la seule matière qui répondait à l'ensemble de nos contraintes. C'est un colis réutilisé 100 fois, c'est quasiment 5 ans sur le marché. Donc il fallait que ça tienne vraiment bien, il fallait que ça résiste bien au frottement, il fallait que ce soit étanche, il fallait que ce soit léger. Et finalement, ça c'est quand même assez souvent des caractéristiques du plastique. On n'a pas trouvé d'autres alternatives. Et puis, en termes d'impact, on voyait aussi qu'il y avait des colis qui duraient beaucoup plus longtemps. Donc, qu'on avait besoin de produire qu'une fois, qui pouvaient être réutilisés de façon vraiment massive. On était vraiment sur le meilleur choix en termes d'impact. Ok, et du coup, qui fabrique ces premiers je sais pas combien vous en avez fabriqué la première fois. Qui les fabrique et est-ce que c'est validé dès le début? Alors sur la partie prototype, ça a été fait directement par notre agence design. Donc ça nous a bien aidé. On a appris à coudre depuis pour pouvoir les réparer. Au début, on savait pas coudre. Je dis on, c'est surtout mon associée Sophie. Rendons à César ce qui est à César. Et donc on s'est fait aider sur la partie prototype en France. Après, on a cherché un fournisseur. Le but du jeu au début, c'était de produire en France. On n'a pas trouvé. Pour des raisons simples, qui est que cette matière-là, en fait, c'est la matière qui est utilisée pour les cabas de course, les cabas de supermarché en plastique. Et en fait, c'est des choses qu'on fait pas en France, qu'on fait très très peu en Europe, voire vraiment très très peu. Et donc du coup, personne a accepté de produire nos colis. En plus, on était, faut bien dire, une jeune entreprise, on n'avait pas de clients, on n'avait pas de chiffre d'affaires, on n'avait pas grand-chose. Donc du coup, on a fini par trouver donc un fournisseur qui est un fournisseur français, mais qui travaille avec des usines en Chine. Donc les tout premiers colis ont été faits en Chine. Et là maintenant, on travaille avec le même fournisseur après avoir contacté des dizaines et des dizaines d'usines.
Et on est en train de finaliser les prototypages pour la production au Portugal. Donc là, maintenant, ça y est, les prochains colis seront produits au Portugal. Voilà, donc c'est une très très bonne première étape. Mais c'est vrai que c'était un choix qui n'était pas facile à faire, le choix de la Chine, parce que c'était pas du tout ce qu'on avait envisagé et c'est pas du tout ce qu'on voulait au début. Par contre, on a vu en termes d'impact que l'impact environnemental, il y avait 0,5% d'écart entre une fabrication Europe et une fabrication Chine, tout simplement parce qu'en fait, ça revient une fois de Chine, mais après, ça tourne sur le territoire français. Oui. Donc ça, c'est vrai parce que c'est un colis réutilisable, c'est pas vrai lorsque c'est des produits à usage unique. Mais en tout cas, dans notre cas précis, l'impact était assez limité. Donc on s'est dit que ça nous permettait de nous lancer, d'avoir de la crédibilité derrière pour qu'on veuille bien produire nos colis en Europe. Ce qui a finalement payé puisqu'on y arrive quelques mois plus tard. Mais c'est vrai que c'était un choix qui était un peu difficile. Et Anne-Sophie a travaillé, c'était son sujet prioritaire. Je pense qu'on a rencontré vraiment énormément de fournisseurs en Europe. Et je pense que ça fait plusieurs mois qu'elle travaille sur le sujet. Donc là, on est contente que ça aboutisse. La France, peut-être un jour, on espère. On a une vraie bonne piste. Mais en tout cas, déjà, c'est Portugal. Super. Voilà. Bravo pour la persévérance. Et du coup, en combien de temps vous recevez donc cette première commande qui est donc validée et que vous pouvez vraiment livrer à vos premiers clients et ces marques qui sont en attente? Alors en 9 mois, entre le moment où on a l'idée, où on crée l'entreprise en octobre 2019 et le moment où on lance, il se passe 9 mois. Donc à la fois, ce qui comprend toute la partie conception et puis toute la partie fabrication. Donc 9 mois intenses. Intense et puis, avec justement en plus ce début de pandémie. Exactement. On a eu la chance de pas être trop touché. Là où on a été le plus touché, c'est qu'en fait, au-delà du colis, qui effectivement les premiers étaient faits en Chine, tout le reste c'était fait en France. Donc toutes les étiquettes, tous les éléments de sécurisation, les puces RFID, tout ça c'était fait en France. Et en fait là, toutes nos usines avaient, toutes les usines françaises qui étaient en Normandie d'ailleurs, tout était fermé. Donc c'est surtout là qu'on a été un petit peu touché. Après, honnêtement, il y a des situations bien pires que les nôtres. On a eu la chance d'être dans un secteur qui était assez peu touché, le e-commerce, et puis avec des fournisseurs qui s'en sont bien sortis aussi. Donc voilà, on nous pose souvent la question. On s'estime vraiment chanceuse de pas avoir été très très impacté sur le lancement. Pas impacté sur le lancement et presque le potentiel était encore plus fort, le besoin était encore plus fort. Nous, quand on voit tout ce qu'on, parce qu'en plus là, vous êtes positionné sur uniquement pour l'instant le textile, mais il y a des dizaines d'autres produits qui sont livrés, qui sont qu'on peut commander, et on le voit quand on reçoit du Greenwiz. Avec des gros cartons très très solides parce que c'est lourd, mais tous plastiques à l'intérieur pour bien protéger. On pense que évidemment il y a plein de différents potentiels et de peut-être de spécificités que vous pouvez créer. Et clairement, c'était un vrai choix de début de se concentrer sur le textile. Déjà tout bêtement parce que c'est un produit qui a pas besoin d'être protégé des chocs, donc ça enlève quand même énormément de contraintes techniques. C'est un produit qui est assez standard. Un jean, ça reste un jean, même si évidemment il y a des tailles différentes entre les hommes et les femmes par exemple, mais ça reste quand même relativement standard. Donc c'était on a vraiment voulu se concentrer sur quelque chose qui était un peu plus simple techniquement, pour pouvoir prouver surtout que ça fonctionnait à l'épreuve de la vraie vie, que les gens allaient être intéressés, que les gens allaient jouer les jeux de renvoyer les colis. Tout ça, c'est quelque chose qui était capital pour nous, c'était d'être sûr que les gens allaient bien renvoyer les colis. Donc du coup, effectivement, on a commencé par le textile. Et là, depuis le mois de juin, on travaille avec la même agence de design et avec d'autres marques, des marques de cosmétiques cette fois, pour concevoir un colis réutilisable, donc vraiment sur le même principe, mais solide et qui va protéger des chocs. Donc c'est un sujet qui est en cours depuis plusieurs mois chez nous. On aboutit bien. De la même façon, on a un prototypage chez le même fournisseur portugais qui est touché par la pandémie par contre maintenant. Donc l'usine est fermée. Mais en tout c'est un projet qui devrait voir le jour vraiment rapidement. Et après effectivement sur l'alimentation, il y a plein de sujets, on a beaucoup de demandes.
Mais une chose à la fois. On a lancé il y a 6 mois. On essaye vraiment d'avoir une démarche plutôt pas à pas. Donc textile d'abord. Là, on lance les cosmétiques. Et puis ensuite, s'il y a d'autres besoins, s'il y a un usage et si on est sûr qu'en termes d'impact, c'est cohérent, à ce moment-là, on ira, mais un pas après l'autre. Pour avoir une croissance aussi donc saine. C'est ça. Du coup, sur les premiers clients, est-ce que vous avez le besoin donc de financer cette première production? Est-ce que vous avez vendu avant? Comment ça s'est articulé? Alors, on n'a pas vendu avant, et oui, on a besoin de financer la première production, et puis toutes les études aussi, parce que mine de rien, les études en laboratoire, ça coûte un petit peu, enfin, ça a un certain coût pour la matière. Il y a l'équipe design aussi qu'il fallait financer, et puis l'analyse du cycle de vie dont j'ai parlé, c'est pareil, c'était un vrai choix, on voulait vraiment le faire, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc ça a quand même un coût. C'était un choix très très fort de le faire, et puis après, il fallait évidemment produire les colis. Donc on a mis de l'apport personnel, Anne-Sophie et moi, et puis on a eu la chance d'avoir accès à des prêts bancaires. Donc on a financé toute la première année, donc les 9 premiers mois, tout ce qui était conception et production, avec des prêts bancaires. Et on a eu des subventions également de l'ADEME et de la BPI, donc sur les mois qui ont suivi, donc ils nous ont bien aidés aussi. C'est assez rare et donc vous avez vraiment testé, vous êtes allé voir votre banquier ou d'autres et vous avez pitché et ils ont tout compris, ils ont tout validé. Raconter comme ça, c'est surprenant, mais oui, en fait, on a travaillé sur le business plan et puis on a été voir un seul banquier au début et en fait, ça s'est très bien passé. On a eu un feu vert tout de suite, donc oui. Après, je pense que le fait qu'on ait déjà des clients qui étaient potentiellement intéressés, il y en a certains qui nous ont fait des lettres d'engagement, des choses comme ça. Oui. Donc clairement, ça nous a bien aidé. On a fait en sorte d'avoir le dossier le plus robuste possible. À la fois sur le BP, c'était vraiment étayé par des chiffres, par des études qu'on avait faites. Et puis ensuite, on avait des vraies lettres d'engagement clients. Et après, je pense qu'on a eu la chance depuis le début, parce qu'on a fait un nouveau prêt dans une autre banque ensuite, en fait, de rencontrer des gens qui croyaient au projet, qui croyaient dans l'équipe, et puis qui ont probablement pris un petit risque aussi. Mais pour l'instant, on fait en sorte que ce soit un risque gagnant pour eux aussi. Donc, on a eu beaucoup de chance, mais on a pu effectivement tout financer, soit de notre poche, soit avec des subventions, soit beaucoup avec des prêts bancaires. C'est très intéressant parce que il y a une course, on va dire, une médiatisation assez forte sur les levées de fonds, mais à chaque fois, du coup, il y a une dilution et puis il y a du pouvoir de décision et du pouvoir de vraiment vision qui s'effrite un petit peu. Donc là, vous êtes 100% encore autonome et vraiment propriétaire, mais surtout voilà, vous avez ce leadership qui est tout naturel et entier. C'est ça. Ça, c'était vraiment un choix, en tout cas au début. Pour l'instant, on n'a toujours pas prévu de faire de levée de fonds, mais on se l'interdit pas si un jour on sent que c'est nécessaire. Et je pense que le côté nécessaire, c'est le bon point. Là, on a eu la chance. Enfin, dans la levée de fonds, ce qu'on voit, c'est 2 choses. Enfin, en tout cas, à nos yeux, à nous, c'est de l'accompagnement. C'est des gens qui peuvent nous donner des conseils. Ça, on a eu la chance d'avoir énormément de personnes qui nous ont donné beaucoup de conseils, qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont mis en connexion avec plein de marques, plein d'experts dans tous les domaines. Donc ça, on a eu la chance de l'avoir sans finalement ouvrir le capital pour l'instant. Et en parallèle, c'est ce qu'on en a besoin pour financer la croissance. On a eu la chance d'être dans un secteur qui se finance plutôt bien parce qu'on n'a pas de R&D pendant des années avant de lancer un produit. On n'a pas une grosse équipe de développeurs. On n'avait pas d'équipe du tout. Et puis, ce qu'on finançait, finalement, c'était des colis qui sont amortis. Du donc, stock, ouais. Voilà. C'est de l'amortissement. Donc, du coup, c'est des choses qui se financent plutôt bien par les banques. Et puis après, il faut pas oublier qu'il y a aussi, on avait des cautions personnelles, donc il y avait aussi un risque, mais vu on croyait au projet, donc on l'a fait. Mais voilà, ça a un certain coût en termes de risque, en termes personnels, de pouvoir avoir accès à des prêts bancaires aussi. Encore une fois, du coup, vraiment bravo. Vous avez donc recruté au Havre. Comment ça se passe? Quelle est
le premier poste, le premier besoin. Et est-ce que vous trouvez tout le monde au Havre ou est-ce qu'il y a justement eu des déplacements et des nouveaux habitants au Havre? Alors, les 2 premiers postes qu'on a ouverts, c'était un poste d'alternante en communication pour nous aider sur la partie réseaux sociaux. Et le second poste, c'était un CDI qui est donc Mylène qui nous a rejoint pour travailler sur toute la relation client. Elle a une grande expérience en service client en logistique. Enfin, elle a travaillé 10 ans dans la logistique en service client. Donc, nous, on a un métier qui est très logistique. Et on avait envie d'être le plus irréprochable possible sur le plan de la logistique et du service client. Donc, c'est important que ce soit notre premier poste. Donc, elle nous a rejoint au mois de septembre, quelques mois après le lancement. Et c'est une Havraise, pour répondre à la question. Elle a toujours travaillé au Havre. Et sur ces métiers logistiques, on a de la chance, il y a un gros bassin d'emploi pour le coup. Il y a beaucoup de logistique ici. Et puis, donc, premier CDI. Et là, on a recruté un second CDI qui est alors une Havraise d'origine, mais qui a travaillé sur Paris pendant 15 ans. Qui nous rejoint, donc du coup qui revient vivre au Havre, et on a la chance, elle a une expérience vraiment dans ce pourquoi on l'a embauché, qui est de travailler sur notre relation avec les grands comptes et sur la partie commerciale avec les grands comptes, parce on travaille beaucoup avec beaucoup de petites marques très engagées, enfin petites et moyennes, et on a de plus en plus également de grosses marques qui veulent utiliser nos colis. Et ça, c'était important pour nous aussi parce qu'on s'est dit que pour avoir le plus d'impact possible, il fallait que les colis soient disponibles sur le plus de sites possible. Bien sûr, en option, c'est-à-dire que sur des marques engagées, on a un taux d'adoption qui est plus fort que sur des grosses marques. Mais sur des grosses marques, même si c'est 10% des gens qui choisissent l'option et qui renvoient vraiment le colis, en termes d'impact, c'est très, très fort. Donc, c'est important pour nous aussi de pouvoir travailler avec ces marques-là. Donc, on a quelqu'un qui vient vraiment nous aider sur ce sujet-là, qui a l'habitude de travailler avec ces gros acteurs. Donc, je pense qui arrive là dans quelques semaines maintenant. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et puis en CDI aussi, c'est important encore une fois de créer des emplois les plus pérennes possibles. Donc ça met évidemment ça replace nos priorités au bon endroit aussi, parce que ça met quand même une certaine, même si on est très très content, ça met une certaine pression. On se dit voilà, il faut vraiment que ça marche aussi en tant qu'entreprise. Ça, c'était important pour nous, ne serait-ce que parce qu'on est autofinancé et qu'on finance tous ces postes-là avec le chiffre d'affaires qu'on dégage. Et puis après, je pense que c'est venu peut-être un peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu, parce que mon associé a eu un petit garçon au mois de novembre. Donc du coup, Mylène est venue renforcer l'équipe quand mon associé est parti. Et moi, je vais avoir un petit garçon au mois d'avril. Et donc, du coup, cette personne-là va aussi me permettre de prendre le relais aussi pendant quelques semaines d'absence quand je serai pas là au printemps. Donc, du coup, voilà, c'est à la fois des emplois long terme, mais aussi qu'on a peut-être accéléré un petit peu dans le temps pour que l'entreprise tourne. Lorsque voilà, les deux associés décident de faire un enfant l'année du lancement de la boîte. Tout va bien. Donc quoi, tout est possible. Et oui, et puis ça s'est très bien passé. C'est ça se passe super bien. Ça s'est très bien passé pour la grossesse de mon associé. En fait, je pense qu'au contraire, ça nous a permis beaucoup plus tôt de mettre en place les bonnes procédures, de mettre en place les bons indicateurs dans l'équipe, de faire vraiment attention à passer la culture aux premières personnes qu'on a embauchées. Donc je pense qu'au contraire, pour nous, c'était vraiment très important pour la prise de conscience du fait que l'entreprise, c'était pas nous et qu'il fallait que ça puisse tourner de façon indépendante de nous, et que oui, on était dans l'opérationnel et on y reste toujours quand même beaucoup, mais que c'était important de lever la tête et de pouvoir déléguer, de pouvoir faire monter les gens en compétences aussi dans l'équipe. Donc ça, c'est très très sain comme état d'esprit, et le plus tôt on le fait, mieux c'est, parce qu'après 3, 4, 5 ans la tête dans le guidon, c'est très compliqué de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux process, et effectivement, c'est très très important. Aujourd'hui, vous avez combien de marques, combien de clients? Il y a combien de colis e-pli qui sont du coup sur le marché? Là, on a un peu plus de 80 marques, donc en 6 mois d'activité. Il y a entre 25 et 30 marques qui nous rejoignent tous les mois, donc on sent que ça prend vraiment bien
par rapport au BP qu'on avait proposé aux banquiers à l'origine d'ailleurs. On est plutôt bien. Et puis par rapport à nos ambitions en termes de déchets évités aussi, parce que il y a le nombre de colis qu'on envoie. Donc là, on a 60 000 colis. Ce qui compte pour nous, c'est le nombre de colis qu'on envoie, mais c'est aussi le nombre de colis qui reviennent. Et ça, c'est capital parce que c'est en termes d'impact. C'est vraiment ce qui va faire que le système fonctionne ou pas. Et donc, on a un taux de retour de 89% aujourd'hui des colis. Et on a fait une étude parmi les colis qui reviennent pas. Et c'est souvent des gens qui l'utilisent pour la seconde main, pour Vinted par exemple, pour des choses comme ça. Donc, c'est à la fois des choses sur lesquelles on est quand même, enfin, on fait très attention à ces chiffres-là, mais c'est intéressant de comprendre que derrière, quand les colis ne reviennent pas, c'est pas nécessairement qu'ils finissent à la poubelle, c'est quand même très majoritairement que les gens trouvent ça pratique de pouvoir les réutiliser dans un réseau de seconde main. Donc, on essaie vraiment de comprendre quel est l'usage aussi, enfin, au-delà du nombre de colis envoyés, au-delà du nombre de clients, même si évidemment c'est extrêmement important et c'est ce qui va faire que ça fonctionne. Par la suite, on essaye aussi de bien être attentif à l'usage pour pouvoir faire faire évoluer le produit et le service dans les mois à venir. Mais du coup, si moi je reçois un e-pli, je renvoie sur Vinted un autre. Là, il y a un tarif qui est déjà inscrit? Non, dans ce cas-là, il faut affranchir le colis pour envoyer à un acheteur Vinted potentiel, enfin ou autre, ou Le Bon Coin, peu importe. Par contre, les colis sont toujours affranchis pour le retour, c'est-à-dire que la personne qui reçoit le colis, même si elle l'a pas, pas choisi sur le site internet, elle peut quand même nous le renvoyer gratuitement. Et ça, c'est marqué en toutes lettres sur le colis, parce qu'on avait vraiment envie que même si on perdait le contact avec la première personne qui faisait le choix, que la personne comprenne quand même l'impact et l'importance de le renvoyer. Et c'est dur à quantifier aujourd'hui ces cas-là. Par contre, on a des colis qui mettent parfois 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois à revenir. Donc on se dit que c'est un indicateur, c'est que les gens les renvoient quand même. Et puis on a pas mal de personnes qui nous mettent des petits post-it dans le colis. Et en fait, les premières dizaines de milliers de colis, les 20 000 premiers, je pense qu'on les a ouverts à la main. On a tout désinfecté, ouvert à la main dans l'équipe. Et donc, du coup, on lisait tous les post-it. Et donc, il y a plein de mots très, très sympas de gens qui trouvent l'idée géniale, qui nous écrivent des petits mots. Mais on a aussi des gens qui disent, j'ai reçu ce colis via Vinted. J'ai vu que je pouvais vous le renvoyer. Alors, je vous le renvoie. Donc, on a quelques indices comme ça qui nous montrent qu'ils sont pas définitivement perdus. Ils peuvent revenir. Après, c'est un vrai sujet pour nous, de creuser un petit peu tous ces usages-là. On n'a pas envie de bloquer, mais on a juste envie d'être sûr qu'en termes d'impact, si les colis reviennent pas tout de suite, ils sont quand même réutilisés entre deux parce que c'est capital pour nous. Et vous avez pas la possibilité, je sais pas si c'est RGPD, mais de mettre une puce justement à l'intérieur? Ils sont tous équipés de puces RFID déjà et de code barre, donc ce qui nous permet à la fois nous de savoir quand on envoie un colis à une marque et à quelle marque on l'envoie. Également de savoir quand le colis revient et d'où il vient, en tout cas de quelle marque il a été envoyé au début. Et ça, c'est important effectivement en termes de traçabilité. Et le taux que j'annonçais tout à l'heure, il vient de là. On envoie à chaque marque aussi des éléments qui les concernent directement, donc leur taux personnalisé à eux, et éventuellement des bonnes pratiques pour le faire évoluer si jamais on sent qu'il est plus bas que la moyenne, par exemple, ou qu'il y a des choses qui marchent bien chez d'autres marques en termes de communication, par exemple. Pour le faire évoluer, parce qu'encore une fois, les données pour mesurer et après pour agir, donc on essaie de vraiment s'en servir. Et puis, les marques, elles, ont la possibilité d'attribuer un colis à un client particulier en utilisant le même code barre. Et du coup, ils peuvent communiquer directement avec le client, soit pour le remercier d'avoir renvoyé le colis, pour lui envoyer une offre promotionnelle parfois, ça dépend des marques. Et sinon, dans le cas où ça n'a pas été renvoyé, parfois d'envoyer des petits mails de relance qui sont très efficaces parce qu'on sent après que ça revient par vague quand il y a eu ces relances-là. Donc la marque est celle qui peut savoir quel colis était attribué à quel client. Nous, effectivement, pour des raisons de confidentialité des données personnelles, on n'a pas accès à ces données-là. Par contre, on donne aux marques tous les moyens pour qu'elles puissent, elles, suivre la vie des colis par rapport à leurs clients. Et après, la puce géolocalisée, ça a été une idée à un moment qui est sortie forcément dans les réflexions de conception. Par contre, nous, on estime qu'on n'a pas à savoir où est le colis géographiquement
même avec des degrés de précision plus faibles, c'était pas quelque chose qu'on voulait faire. Oui, okay. Et puis après, en termes d'impact, déjà la puce RFID, on en revient un petit peu parce que ça a un impact environnemental, notamment parce qu'il y a des matières. Des métaux. Exactement. Donc du coup, on va probablement s'affranchir de ce système-là et utiliser plutôt un système d'authentification qui serait imprimé directement dans la matière, type code barre ou autre. C'est encore à l'étude. Mais du coup, le but du jeu, c'est d'avoir le colis aussi le plus low-tech possible, parce que dès qu'on rajoute des choses dessus, même des puces, ça a un impact très fort. Donc, on a envie de rester vraiment sur du très, très low-tech. Super. Et justement, je me posais cette question au cours de l'échange. Donc, vous, Ipli, vous recevez les colis donc qui ont été qui ont eu qui ont servi au moins donc une fois, enfin 2, 3, 5 fois. À chaque fois, le retour c'est chez vous. Exactement. Et c'est pas la marque qui, par exemple, achète, je sais pas, 10 000 Ipli, les fait tourner, voilà, tout se passe bien et il y a un petit peu de perte, un petit peu et vous en recommande à chaque fois. Non, c'est vous qui les remettez vraiment. Ça revient chez nous. Ça vient vraiment des échanges qu'on a avec les marques. C'est qu'en fait, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. En tout cas, c'est très chronophage de nettoyer les colis parce que c'est des étiquettes qui sont collées sur les colis. Donc du coup, on les nettoie tous. On les désinfecte aussi en ce moment. On vérifie la qualité, donc on regarde dans quel état sont les coutures, parce qu'on est sur un tissu, sur un plastique qui est souple, donc qui est cousu, donc on vérifie toujours la qualité des coutures. On les répare lorsque c'est nécessaire. Je parlais de mon associée qui avait appris à coudre, mais c'est vraiment ça en fait. Elle répare les colis. On sait plus elle maintenant, mais sur le début, c'était vraiment ce type de réparation manuelle. Donc les marques estimaient probablement à juste titre que c'était pas leur métier de faire ça. Et quand nous en fait, on arrive vraiment à mettre en place des process et à mutualiser sur le volume. Et donc, on arrive à avoir des tâches qui sont pas trop onéreuses. Par contre, si les marques le font elles-mêmes, c'est énormément de temps homme parce que c'est pas mécanisable à leur échelle. Et puis finalement, sur la partie service, en fait, ce que veulent les marques, c'est d'avoir un colis qu'elles peuvent utiliser comme elles utilisent avec aussi peu de contraintes que sur un colis à usage unique. Donc ça, pour nous, c'était important. On leur envoie toujours des colis qui sont en excellent état, qui sont prêts à l'emploi, et elles peuvent les utiliser comme elles le feraient avec un carton, par exemple. Donc oui, ça revient chez nous. Ok, et c'est vous en interne ou c'est un prestataire Alors au tout début, c'était nous en interne. Ouais. Je disais, voilà, les 20 premiers 1000, c'était vraiment nous. On a tout ouvert à la main, tout nettoyé, tout désinfecté. Déjà, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait voir dans quel état ça arrivait, parce qu'on est sur un produit qui doit durer dans le temps, donc on voulait voir si en termes de conception, on était au rendez-vous, est-ce qu'il y avait des faiblesses éventuelles, est-ce qu'il y avait des défauts qui revenaient systématiquement, des choses comme ça. Donc c'est important de voir vraiment nous-mêmes. Et puis aussi, on voulait en termes de process, avant de déléguer à quelqu'un, on voulait optimiser un petit peu le process. Donc sur des choses toutes bêtes, mais on utilise la chaleur pour décoller les étiquettes. Enfin, c'est des détails, mais on a mis un petit peu de temps. Au début, c'était vraiment décollage à la main et gratter le colis. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais finalement, c'est un peu de temps passé au début, mais qui est bien rentabilisé aujourd'hui. Donc là, maintenant, on a passé la main à notre logisticien, qui est une entreprise adaptée, qui est à 300 mètres de chez nous. Donc c'est vraiment la même rue. Donc on peut. Génial. C'est très local pour le coup. Et puis donc là, c'est eux maintenant qui font toute la partie réception, reconditionnement. Ils ont aussi des machines à coudre industrielles. Donc on sort de la machine à coudre de grand-mère qu'on avait au bureau. Et puis on peut vraiment se concentrer sur d'autres activités parce qu'on est une petite équipe. Et là, ça nous a dégagé beaucoup de temps. Et on a une super relation avec ce partenaire-là. Donc ça se passe très bien. Donc maintenant, c'est plus nous. Parfait. Ça l'a été très longtemps. Et en termes flux financiers, par exemple, je suis, je vais dire le slip français ou une autre marque. Je sais que j'envoie 10 000 colis chaque trimestre. Donc c'est la donnée que je vous passe. Donc j'achète ces 10 000 et c'est vous qui les remettez
qui les recevait, qui les remettait en boucle. Et du coup, sur les 10 000 que j'ai achetés initialement, il y en a donc 8 900 qui reviennent d'après ces stats. Et du coup, vous en remettez 1100. Mais du coup, en termes de pricing, c'est compris dans le prix initial, en fait. Et en fait, on est sur un prix à l'usage, donc il n'y a pas de vente des colis, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété, il reste notre propriété. Okay. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de 100 colis, en fait, pour pouvoir mettre en circulation 100 colis, il nous en faut 300. Pourquoi? C'est qu'on a besoin, on a des cycles de rotation qui sont relativement longs entre le moment où on envoie chez un client, le moment où le client lui-même envoie à son client final, le temps que le client aille jusqu'à la boîte aux lettres du bout de la rue. C'est pas compliqué, mais des fois, on se rend compte que ça met quelques semaines. Et ensuite, nous, avec La Poste, on a un contrat sur des retours qui sont mutualisés, qui sont long terme, qui sont de minimum 4 jours. Donc, c'est plutôt en termes d'impact, là, pour qu'on puisse avoir des camions qui soient le plus pleins possible. Et du coup, on a des cycles assez longs qui sont d'un peu plus d'un mois en moyenne, entre le moment où on expédie et le moment où ça revient, et qui peuvent être de davantage encore. Et donc, du coup, on a du stock, et ça, c'est nous qui prenons en charge ce coût de stock dans nos ateliers. Donc, un client, il commande une quantité de colis pour un usage. Donc, ça peut être 2 euros pour un colis. Donc, il en prend 100, c'est 200 euros. Et lorsqu'il en a plus, il repasse une nouvelle commande. Et la seule nuance, c'est que si jamais il y a des retours produits, ce qui arrive assez fréquemment quand même dans le monde du vêtement. Donc, quand je parle de retours produits, c'est par exemple, on commande un pantalon, il est trop grand et on le renvoie. Si on ne tient pas compte de l'impact environnemental, à minima, c'est des choses qui se font quand même assez régulièrement. Et plus on va sur des marques généralistes, et plus c'est le cas. Et du coup, à ce moment-là, par contre, le particulier peut réutiliser le même colis pour renvoyer le colis à la marque. Et la marque, à ce moment-là, si ça revient chez elle et que ça passe pas par le circuit postal en mode courrier, peut réutiliser, si le colis est en bon état et qu'elle n'a pas besoin de le nettoyer, elle peut réutiliser gratuitement pour faire un nouvel envoi, pour renvoyer le produit au client. Ok. Ok. Et il n'y a pas de minimum de commandes? Il y a un minimum de commandes de 50 qu'on a voulu le plus accessible possible parce qu'on voulait aussi pouvoir travailler avec des petites marques. On a pas mal de marques qui se lancent sur Ulule, par exemple, qui commencent à vouloir utiliser les colis. Et donc, du coup, on voulait pas que ce soit trop élevé pour que elles aussi puissent avoir le choix d'utiliser des colis réutilisables. Par contre, on voulait pas non plus mettre des colis unitaires parce qu'on veut pas pour l'instant que ce soit utilisé par des particuliers. Tout simplement pour des raisons d'impact. En fait, on est là, ce qui fonctionne bien, c'est que c'est vraiment une boucle fermée entre le e-commerçant qui propose en option, donc le choix du particulier qu'il reçoit, et le fait que la marque peut inciter le particulier à renvoyer le colis, donc pour qu'il soit vraiment réutilisé entre particuliers. Ça peut peut-être être utilisé une fois, 2 fois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Donc là, c'est notre gros sujet. Donc du coup, on a mis à 50 pour que ça mette quand même une petite barrière pour que ce soit uniquement dans les circuits, pour l'instant en tout cas, dans les circuits B2B2C. Ok, super. Et du coup, sur la roadmap ou le potentiel là sur les 2-3 prochaines années, vous voyez donc étoffer peut-être la gamme, mais le potentiel et les usages que vous allez pouvoir un petit peu. Est-ce qu'il y a une éducation? Est-ce que ça a pris? Est-ce que il y a une croissance quand même assez importante qui va pouvoir se faire? Oui, nous, le but du jeu, c'est vraiment de proposer une vraie alternative aux colis à usage unique et avec tout type de marque pour que chacun puisse avoir le choix. Ça restera toujours un choix, ça en y tient vraiment beaucoup, de recevoir un colis réutilisable. Donc, pour ça, effectivement, on a d'autres gammes à développer pour adresser le plus de secteurs possible. On a surtout un gros travail qu'on est en train de faire en ce moment avec La Poste pour avoir l'offre la plus accessible possible. Je le disais tout à l'heure, mais si on est plus cher, c'est essentiellement du fait du retour. Donc, on travaille sur des moyens de mutualiser ces retours. On a commencé à lancer quelques points relais. Il y en a des milliers d'autres qui arrivent dans les semaines à venir. Donc, le but du jeu, ça va être de mutualiser les retours pour pouvoir baisser ce coût-là et avoir un colis plus accessible. Ça, c'est vraiment un vrai enjeu. Et c'est aussi pour ça, au-delà de la partie nettoyage
que les colis reviennent chez nous, c'est aussi que le fait qu'ils reviennent chez nous, ça nous permet de mutualiser beaucoup plus les retours. Et à terme, on va pouvoir proposer des tarifs beaucoup plus compétitifs. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on veut pas que ce soit quelque chose qui est réservé uniquement aux marques qui peuvent se le permettre ou aux particuliers qui peuvent se le permettre parce qu'on estime que c'est pas parce qu'on veut faire un geste plus éco-responsable qu'on doit payer 1 euro plus à chaque livraison. On voudrait vraiment que ce soit le plus accessible possible. Aujourd'hui, on a lancé comme ça parce que c'est ce qu'il y avait de plus efficace et qu'on voulait tester. Et maintenant qu'on voit que ça marche, maintenant on va tout faire pour démocratiser l'usage. Donc ça, c'est le gros sujet du moment. Et le troisième sujet, on a un projet qui nous tient beaucoup à cœur, mais qui est encore qui est encore à l'étude. Donc c'est un petit peu jeune pour en parler, mais c'est justement d'adresser ces particuliers qui veulent utiliser les colis, mais surtout tout en soyant sûrs que les colis vont vraiment être utilisés ou qu'ils vont nous revenir de façon vraiment systématique. Donc ça, c'est un vrai projet aussi. C'est qu'on voit dans les faits qu'il y a des colis qui sont de toute façon réutilisés par les particuliers. Donc c'est comment on fait en sorte que ces colis-là, à un moment, reviennent, qu'on puisse les réparer, qu'on puisse les remettre en circulation et que ce soit réutilisé et qu'on soit vraiment au rendez-vous en termes d'impact. C'est 3 axes. Super. Et vous pensez donc à recruter naturellement et vraiment sainement 2, 3, 4, 5 personnes chaque année? Oui, en fait, c'est vraiment en fonction de la demande, en fonction de nos revenus aussi, en fonction des besoins. On a une approche, là encore, très pragmatique. Là, on a 2 postes ouverts, un en stage, donc ce sera notre premier stage sur la partie communication. Et parce que notre enjeu, c'est pas tant de faire connaître la marque, même si évidemment c'est un gros enjeu, mais c'est surtout de faire comprendre les impacts. Et on voudrait que cette personne-là nous aide à vraiment vulgariser les impacts, permettent à chacun de comprendre vraiment ce qui se cache derrière les fameuses études dont on parlait, mais aussi plus généralement la problématique autour du e-commerce, autour du recyclage, autour de tous ces thèmes-là. Donc ça, c'est une première embauche qui est en cours, donc il y a une offre en ce moment. Et la deuxième, il y a une deuxième embauche en cours qui est un CDI, donc ce sera notre 3e CDI, qui sera une personne pour nous aider sur la partie administrative et financière, parce qu'aujourd'hui on fait aussi toute la compta nous-mêmes. Pour le coup, on n'a pas de compétences en comptabilité. En fait, ça nous prend beaucoup de temps. Oui. On a aussi beaucoup de tâches administratives qu'on fait encore nous-mêmes, et c'est normal pour un lancement, mais si on veut pouvoir être vraiment au top en termes de service client, en termes de réactivité, il faut qu'on se dégage un petit peu de temps aussi sur ces tâches administratives. Donc il y a ces 2 postes-là en cours. Et puis ensuite, ce sera vraiment en fonction de la demande. Là, on travaille déjà, je pense tous très bien, enfin, en tout cas au max de ce qu'on peut se faire pour que ce soit efficient. C'est ça, et on essaie d'optimiser aussi tous nos process et tous nos outils pour vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel et ce qui a de la valeur. Donc pour l'instant, on peut encore grandir un peu comme ça. Donc ensuite, ce sera vraiment au cas par cas. On a évidemment des projections sur ce plan-là, mais on essaye vraiment de les ajuster aux besoins réels et à ce qui est le plus pertinent pour l'entreprise et aussi ce qu'on peut se permettre, parce qu'encore une fois, on est autofinancé et c'est important pour nous, du coup, que ce soit en corrélation avec nos revenus. Est-ce que du coup, y a une croissance organique qui vient est-ce que vous allez contacter les marques ou est-ce que en fait, pour l'instant, cette croissance, elle vient je suis particulier, j'écoute Aventure Humaine, je me rends compte de cette possibilité-là et je vais vous envoyer les 2 ou 3 contacts de marques que j'adore. Il va falloir justement qu'on en parle à la fin parce que j'ai 2-3 contacts. Est-ce que est-ce que vous faites les 2 ou est-ce que pour l'instant vous faites absolument pas de prospection, il y en a pas besoin et ça vous libère de ce temps-là? Alors on en a fait beaucoup au début tout simplement parce qu'on n'existait pas, on nous connaissait pas. Oui. Donc toutes les premières marques, c'est vraiment de la prospection. Après j'ai une vision de la prospection qui est pas très agressive, c'est plutôt voilà ce qu'on fait, est-ce que c'est un projet qui vous parle, est-ce que c'est vos problématiques, si oui embarquer. Donc c'était voilà plutôt une prospection. En fait, on allait parler du projet aux marques et on a eu la chance que c'était un sujet pour elles, donc elles ont assez vite embarqué dans l'aventure. Après, on a fait plutôt la stratégie. On a pris une stratégie plutôt marketing ou communication.
où les gens qui nous suivent sur LinkedIn nous disent qu'ils nous voient beaucoup. Je sais pas comment prendre ça, mais en tout cas, c'est plutôt voilà la volonté de faire connaître le plus largement possible le fait que ça existe. Et après, si les gens ça leur parle, ils nous contactent. Alors c'est peut-être une vision un peu fleur bleue, mais ça marche plutôt bien parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un vrai sujet. Et à partir du moment où il y a un vrai sujet et que les gens cherchent des solutions, s'ils découvrent qu'il y en a une, ils savent eux-mêmes que c'est bon pour eux entre guillemets. Ils viennent creuser le sujet, ils nous contactent. Et donc ça a été vrai beaucoup pour les petites marques, mais même pour des très grosses marques. Je pense des marques qu'on n'aurait jamais contactées parce qu'on n'avait pas conscience que c'était dans leur priorité. Et pourtant, si. On a découvert vraiment un monde, même dans les grandes marques, où il y avait des vraies équipes RSE et des vraies équipes RSE avec des vrais engagements vraiment sincères, avec des gens derrière qui croyaient vraiment au projet, qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient et à la transformation qu'ils étaient en train d'opérer. Donc, même dans des grosses marques ou des grosses marketplaces, c'est un vrai sujet, alors qu'on on n'avait pas conscience à ce point-là en tout cas. Donc du coup, on a été énormément contactés. Et puis ensuite, là, on commence à faire un petit peu de prospection sur des petites marques, mais encore une fois, on essaie que ce soit pas agressif, parce que j'ai horreur de ça en fait personnellement. Et du coup, c'est vraiment voilà plutôt essayer on a plutôt une démarche au global de faire connaître le projet. Et après, vient qui veut si ça parle avec les valeurs. Et ensuite, nous, on est concentré, on a vraiment une obligation au quotidien, c'est d'être le plus irréprochable possible sur l'opérationnel. Et que derrière, on pense que c'est vraiment avec des clients qui sont contents d'utiliser le service, des clients qui sont contents d'utiliser le produit, qu'il y aura un bouche à oreille. Et même les marques entre elles se recommandent. Il y a plusieurs marques là qui arrivent simplement parce qu'elles ont discuté avec d'autres créateurs de marques ou d'autres équipes RSE ou d'autres, enfin voilà, dans des circuits entre marques. Et puis après, il y a effectivement la partie particulier. On est un produit qui est B2B, mais c'est un choix pour les particuliers. Et en fait, on a beaucoup de particuliers qui nous écrivent en nous demandant comment ils peuvent nous aider, comment ils peuvent faire pour voir y plier en option sur une autre marque. Et du coup, là, effectivement, ce qu'on leur propose, c'est simplement d'écrire à la marque en leur disant que c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien pouvoir trouver au moment du choix de la livraison pour avoir ce choix-là. Et en fait, c'est le gros apprentissage, c'est que les marques sont énormément à l'écoute. Et en fait, la grande majorité des marques qui rejoignent le projet, c'est oui parce qu'elles y croient en tant que marque et que ça correspond à leurs valeurs, évidemment, mais c'est aussi parce qu'ils ont des grosses demandes de la part des particuliers qui se plaignent du packaging, qui se plaignent de devoir jeter et qui finalement les poussent aussi à faire le pas sur ce sujet-là. Donc oui, si vous voulez voir Ipli sur le site d'une de vos marques quand vous commandez en ligne, demandez-lui, souvent ils écoutent. Ok, ben on va le faire justement vraiment très très naturellement et tout à l'heure parce que nous on a une boutique, une petite boutique e-commerce pour proposer des petits mugs et des t-shirts à l'effigie de nos podcasts et c'est Panoply qui gère cet aspect-là et je serais ravi, Laura aussi, que l'on puisse avoir cette option. Ça irait vraiment au bout de notre démarche puisque déjà Panoply est éco-responsable, made in France. On choisit des goodies vraiment responsables et locaux. Donc ça irait vraiment compléter la démarche. Est-ce que vous avez aussi un axe pour aller chercher d'autres gros logisticiens qui sont peut-être multimarques, qui sont peut-être voilà, qui font on va venir du coup sur du Amazon, hein, mais peut-être moins gros, moins leader, mais est-ce que ceux qui ont l'usage et qui le proposent et qui ont un service justement global, un peu comme votre partenaire, seraient intéressés? Oui, alors on est beaucoup contacté par des logisticiens en ce moment, ce qui était moins vrai au début. Je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la partie accueil des marques avec lesquelles on travaillait. Et du coup, on essaye maintenant systématiquement, ce qu'on faisait beaucoup moins au début,
mais vraiment d'aller parler aux logisticiens eux-mêmes parce que finalement, c'est eux qui allaient utiliser les colis pour bien les former sur l'usage, pour leur partager les bonnes pratiques, pour les rencontrer aussi, leur faire comprendre aussi ce qu'il y avait derrière le projet, parce que souvent, c'est imposé, en tout cas, c'est fortement suggéré par les clients. Et souvent, ceux, du coup, avec lesquels on arrive à créer cet échange-là et qui sont contents d'utiliser le produit, parce qu'en plus, il y a souvent du gain de temps par rapport à un carton, même chez des gros logisticiens. Là, chez Cdiscount, ils nous parlent de plusieurs secondes gagnées au moment d'emballer les commandes, donc ça compte pour eux. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en avant et de faire en sorte que ça se passe bien. Et souvent, du coup, ces logisticiens-là nous contactent pour savoir s'ils peuvent le proposer à d'autres de leurs clients. Donc c'est aussi des partenaires pour nous parce qu'ils peuvent nous aider à faire connaître le concept et le proposer à d'autres. Donc ça, on est en train de le formaliser un petit peu plus, mais c'est assez nouveau, honnêtement. Et on est aussi beaucoup contacté par des logisticiens avec lesquels on ne travaille pas encore, mais soit parce que leurs clients parlent d'Ipli et voudraient savoir si c'est possible de l'utiliser, soit parce qu'eux-mêmes voudraient le proposer dans leur service pour se différencier ou simplement parce qu'ils croient au projet. Du coup, ça en a de plus en plus. Et effectivement, c'est l'un des axes là, sur les semaines à venir, c'est de faire en sorte d'avoir des vraies relations de partenariat avec les logisticiens. Après, pour reprendre l'exemple d'Amazon, on n'a pas de contact avec Amazon, hein, mais on a des colis qui sont très adaptés et qui sont très pratiques pour l'emballage manuel, donc toutes les chaînes manuelles. Dès lors qu'on est sur des chaînes vraiment automatisées, robotisées, là on a des colis qui conviennent plus parce que c'est pas fait à la main et nous on n'a pas, voilà, c'est souvent des bandes plastiques qui se thermocollent au format des emballages. Là on peut pas jouer parce que nous il faut effectivement une main d'œuvre humaine pour fermer les colis. Et donc sur les très très gros, Amazon ou bien d'autres, mais pas tant que ça, mais quelques très très gros, on n'est pas aujourd'hui adapté à des chaînes très très automatisées. Ok. Ok. Bon, il y a énormément de choses et c'est vraiment une aventure incroyable qui est là. J'ai hâte de vous suivre. Du coup, sur LinkedIn, sur Insta aussi, j'imagine. Sur Insta aussi un peu, oui. Vraiment bravo pour cette aventure et puis pour vraiment ce naturel. Je trouve que c'est très sain, très ouais, écologique pour tout le monde. C'est dans votre ADN, mais c'est super. Quelques petites questions pour un petit peu plus du coup peut-être personnel qu'on a l'habitude de poser sur Aventure Humaine. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un film, une expo, un podcast à partager qui t'ont impacté? Un petit peu de tout ça, et je pense que ça change. En fait, je pense que je m'enrichis vraiment de la diversité, donc un petit peu de tout. Moi, un livre qui m'a marqué pour rester dans la voile et finir par là où on a commencé, c'était un livre d'Ellen MacArthur, c'est sa biographie. J'ai trouvé ça, enfin son autobiographie, et j'ai trouvé ça marquant de se dire qu'on pouvait faire. Je l'ai lu quand j'étais jeune ado, et en fait, elle s'est donnée, donc elle a fait le tour du monde à la voile en compétition. Et elle est partie de pas grand chose, et c'est juste elle avait envie de le faire, donc elle l'a fait, elle s'est pas trop posé de questions, elle s'est donné les moyens et elle y arrive, et je trouve que c'est un bel exemple. Et puis il y a aussi une certaine logique parce qu'elle a monté la fondation Ellen MacArthur qui travaille sur des problématiques d'économie circulaire et qui fait du super boulot dans le domaine, donc évidemment c'est une belle inspiration. Et après les lectures classiques sur les livres d'Yvon Chouinard, enfin le livre d'Yvon Chouinard en l'occurrence, mais je pense que tout le monde le cite, alors c'est pas très original. Et après voilà des romans qui ouvrent un peu l'esprit dans tous les domaines, et beaucoup de podcasts. J'ai repris le temps de marcher depuis que j'écoute des podcasts, et ça c'est top. Je crois que je me l'autorisais plus, et là je me suis beaucoup réautorisée à marcher. Et ça fait énormément de bien de prendre l'air et juste de laisser le cerveau débrancher. Donc souvent, ça commence par des podcasts. Donc vraiment un petit peu de tout. J'en écoute beaucoup, et c'est souvent c'est les personnes derrière c'est les valeurs qui dégagent. Et c'est un côté
à la fois très inspirant. Je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'on peut faire des choses et qu'il y a des personnes qui se bougent vraiment pour faire les choses. Je trouve ça super inspirant. Et puis, c'est plein d'exemples quand on est un peu dans des moments un peu plus difficiles de doute où on se demande ce qu'on est en train de faire. Ça montre que c'est possible. Et je trouve que c'est tous les podcasts qui racontent des parcours de gens qui font des choses dont moi, je me sentais pas capable de faire. Je trouve que c'est très inspirant. Donc, il y en a beaucoup, mais voilà, dans la diversité plutôt. Ok. Y a eu des moments difficiles sur Ripley? Des moments vraiment de doute? Pas vraiment difficile, mais pas vraiment difficile, mais on parlait de la Chine tout à l'heure, par exemple, ça a été vraiment un cap, ça a été dur à avaler. c'est des choses comme ça, en fait, qui permet de prendre du recul en se disant, c'est une première étape, il y a un chemin, regarde pas le haut de la montagne, c'est un pas après l'autre. Et voilà, on savait avec Anne-Sophie qu'on faisait ce choix-là parce qu'il était rationnel à ce moment-là, que ça allait quand même dans le bon sens. Et du coup, voilà, dans ces moments-là, c'est bien de remettre un peu de perspective dans les choses et de se dire que voilà, un pas après l'autre, on va dans la bonne direction, mais regarde pas trop haut tout de suite parce que des fois, ça coupe un peu les jambes. Est-ce qu'il y aurait un voyage ou une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Un voyage que j'aimerais faire, c'est la Nouvelle-Zélande, mais ça, j'en rêve depuis toujours. Je suis très très fan de montagne et de mer, donc forcément, assez naturellement, ça colle pas mal. Et après, j'ai fait mon voyage de noces en Patagonie, et j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé que c'était un pays magnifique, et on pouvait marcher pendant des heures sans voir personne dans des pays magnifiques. Et c'était un beau moment d'introspection, un beau moment de calme et de prise de recul, en plus avec mon mari. Donc c'était vraiment top. Donc je regarde un bon souvenir. Donc pourquoi pas y retourner un jour aussi. Laura a fait un tour du monde aussi et elle a fait la Patagonie et la Nouvelle-Zélande. Je l'ai rejoint pour un road trip sur l'île du Sud pendant un mois. Donc c'était vraiment superbe. Oui. Et puis en plus, si tu peux y aller en bateau, ça sera parfait. Faut un peu plus de temps, mais ça se fait. Un peu plus de temps, mais bon. Vu que la Hipply est bien gérée, une bonne délégation, c'est parfait. Je vais attendre un peu avant de tout lâcher. Pour l'instant, ça reste vraiment passionnant. Il y a plein de trucs à faire, mais plus tard, pourquoi pas. C'est pas exclu. Si tu avais justement un bouton no limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Pas facile, celle-là. Moi, je pense que ce serait quelque chose autour de l'impact. C'est le fait qu'on puisse s'attaquer. Alors, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire, mais si on parle vraiment de nos limites, je pense que j'aurais envie de m'attaquer à tous les sujets à la fois en termes de déchets, en termes de gâchis, en termes de pollution dans tous les sens du terme. Parce que là, on a choisi un axe parce que je pense que c'est le plus rationnel et qu'il faut y aller un pas après l'autre. Mais des fois, quand on entend les gens parler, quand on regarde un documentaire ou quand on écoute des podcasts de gens qui s'attaquent à des problématiques, on se dit mais on a envie de s'attaquer à tout à la fois. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait parce qu'on pense que pour être efficace, faut se concentrer. Mais s'il n'y avait pas de limite, voilà, ce serait de pouvoir mettre tout le monde en action sur tous ces sujets-là et puis qu'on s'y attaque vraiment, quoi. Ok, super. Vraiment, merci beaucoup Léa. C'était une super conversation, super aventure. On voit bien que il y a un vrai alignement et petit à petit en fait vous arrivez à passer ces obstacles. Donc j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui seront comme toi, qui écouteront du coup ce podcast en marchant et qui se diront que voilà, c'est inspirant et que tout est possible. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. J'étais ravie. On envoie donc tout le monde sur on va dire les réseaux et puis s'ils veulent vraiment voir un Hipply dans leur boîte aux lettres à la prochaine commande, et qu'ils envoient un petit message donc à
à la marque avant de faire la commande et de laisser peut-être 1 ou 2 semaines pour envoyer le e-pli. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, on salue aussi donc Anne-Sophie Oui. pour vraiment un beau binôme et un beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.